ça que je fais ce métier aussi, c'est de pouvoir un petit peu donner de mon temps et aider les personnes qui sont parfois confrontées à des situations difficiles. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Donc je suis contente de pouvoir continuer à le faire et je continuerai à le faire autant que possible. Bah, je vous remercie, maître. Et ben, puis je vous laisse la parole. Très bien, bah écoutez, merci. Alors, moi aujourd'hui, je souhaitais donc vous faire une petite présentation synthétique, à la fois théorique et pratique. Je vais essayer de pas être trop pénible, mais je pense il y a des aspects importants juridiques qu'il faut un petit peu évoquer dans ces dossiers de vaccination et donc je souhaitais effectivement vous faire part de la procédure, enfin en tout cas vous détailler la procédure devant l'ONIAM. Alors initialement je comptais axer ma présentation sur la vaccination contre le Covid, mais en réalité, je pense, enfin, je parlerai un petit peu du Covid, mais en réalité, je pense qu'il est essentiel de redonner une information quand même générale sur cette procédure pour tous les vaccins, parce qu'en fait, vous allez voir au fil de ma présentation, c'est qu'il y a une évolution assez significative dont je souhaite vous faire part parce que je suis arrivée un petit peu avant la fin de la précédente présentation et vous disiez qu'il n'était pas possible de saisir l'ONIAM de dossiers de vaccins qui n'étaient pas obligatoires ou dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence. Et en réalité, on a une évolution avec un avis du Conseil d'État du mois d'avril hyper important et qui est complètement passé enfin qu'on n'a pas vu passer en réalité et en réalité qui va nous ouvrir beaucoup de portes. Donc je reviendrai dessus. Donc c'est la raison pour laquelle finalement je vais reparler un petit peu de ce dispositif pour qu'on comprenne pourquoi on préfère choisir l'ONIAM plutôt qu'une procédure judiciaire contre un laboratoire et ensuite un petit peu la procédure, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et l'évolution dont je vous ai parlé. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi je suis globalement favorable à saisir l'ONIAM? Parce que d'abord, c'est une procédure éminemment plus simple. Plus simple parce que on n'a pas à démontrer la faute d'un professionnel de santé, celui qui aura fait la vaccination, et parce qu'on n'a pas à démontrer la nocivité du vaccin. Contrairement aux procédures que vous engagerez éventuellement contre le laboratoire sur le fondement des produits défectueux. Là, on n'a pas à démontrer de faute. Donc, c'est un régime de responsabilité dans lequel on ne montre pas de faute, on a seulement à démontrer l'imputabilité des dommages à la vaccination. Donc, nécessairement, c'est plus facile. Enfin, on a une partie du travail qui n'est pas à faire. L'imputabilité, de toute façon, on va toujours devoir la démontrer. Donc, si on n'a pas besoin de démontrer de faute, déjà, c'est quand même nettement plus simple, surtout quand on est victime et qu'on est un peu désarmé. C'est une procédure qui ne souffre pas d'un double délai de prescription. Je rentrerai pas dans le détail, mais la procédure de responsabilité sur le fondement des produits défectueux, on a deux prescriptions de 3 et de 10 ans, et c'est très compliqué pour une victime de ne pas tomber enfin, ne pas se retrouver sur une irrecevabilité de procédure à cause d'un délai de prescription très court. Là, en matière de vaccination, enfin en tout cas au NIAM, c'est 10 ans à compter de la consolidation. Donc 10 ans à compter de la consolidation, ça nous laisse quand même un petit peu de temps. C'est une procédure qui est encadrée dans des délais de traitement euh, assez stricts. Alors, je ne vais pas vous mentir, les délais sont pas respectés. Mais néanmoins, si le dossier est bien préparé au départ, que la victime est assistée, on ne sera pas sur le délai de 6 mois promis par le NIAM lorsque vous avez un dossier complet. En revanche, on est, selon la disponibilité des experts, quand même sur des délais qui vont pas être supérieurs à 2 ans. Vous lancez une procédure judiciaire, vous en avez pour 10 ans, parce qu'évidemment, en face, vous avez un laboratoire, beaucoup d'avocats, donc nécessairement, on fait traîner et on fait des recours. Là, de toute façon, en règle générale, bon, sauf décision négative pour la victime, évidemment, on va faire des recours. Mais enfin, si jamais on a un avis d'indemnisation qui est favorable, enfin, la procédure, elle peut s'arrêter. Donc, il y aura pas il n'y a pas de défendeur, il n'y a pas de laboratoire derrière qui va tout faire pour aller à l'encontre de cette indemnisation ou au moins la reconnaissance de l'imputabilité, parce que finalement, pour le laboratoire, le problème, c'est pas l'argent, c'est le principe de la responsabilité.
Voilà, donc les délais de traitement sont favorables à la victime, ça c'est très 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 évident. Un point négatif, c'est les barèmes d'indemnisation de l'ONIAM, parce que l'ONIAM n'en sort pas quand il y a un avis d'indemnisation avec une indemnisation poste par poste sur la base d'une réparation intégrale. On est sur des barèmes qui sont malheureusement à peu près 30% en dessous de ce que les juridictions civiles peuvent servir. Maintenant, moi, je ne m'arrête pas à ces barèmes personnellement. Si la victime est d'accord et qu'elle a le courage de continuer, on saisit le tribunal administratif pour demander une provision au titre de l'offre qui a été faite par l'ONIAM et on saisit le tribunal administratif pour voir rehausser euh, l'offre d'indemnisation de l'ONIAM et se rapprocher de l'indemnisation que peuvent offrir les juridictions civiles. Attention, on est devant le tribunal administratif hein, quand on est contre l'ONIAM en matière vaccinale, donc le tribunal administratif est de toute façon quand même moins généreux que la juridiction civile, mais on arrive quand même avec des démonstrations, des pièces justificatives, quand même à remonter significativement l'indemnisation par rapport à l'offre qui aurait été faite par l'ONIAM. Parce que l'ONIAM, elle a un barème, elle n'en sort pas. Et ça, c'est de toute façon, c'est pas négociable. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction pour vous montrer pourquoi saisir l'ONIAM plutôt qu'une juridiction, parce que c'est plus simple, parce que c'est moins cher et parce que ça va plus vite. Et donc, c'est quand même plus favorable de toute façon pour la victime. Alors, le point donc il faut qu'on aborde maintenant, c'est quels vaccins sont concernés par cette procédure ONIAM. Alors, vous disiez tout à l'heure, vaccination obligatoire, on les connaît, on en a 12 aujourd'hui. Je ne referai pas la liste exhaustive. On a les vaccins non obligatoires, mais réalisés dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence. C'est la petite nouveauté depuis le vaccin contre la grippe H1N1, dans lequel ont été intégrés le Covid-19 et la variole du singe. Donc là, on est toujours sur le cadre ONIAM, vaccination obligatoire et finalement recommandée. Et puis, donc pour chacun de ces vaccins, c'est très simple, on n'a pas de faute à démontrer, comme je le disais, et on n'a pas non plus de seuil de gravité des dommages de la victime à démontrer. On envoie une requête à l'ONIAM, mais ça j'y reviendrai, et la machine est en marche. Pour ce qui concerne tous les autres vaccins, donc ni obligatoires, ni réalisés dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence, donc je vous parlais d'un avis qui a été rendu par le Conseil d'État le 12 avril 2023 qui a formellement ouvert la voie du droit à indemnisation des effets indésirables graves imputables au vaccin, même non obligatoire, parce qu'il considère qu'il s'agirait d'une affection iatrogène. Alors, qu'est-ce qu'une affection iatrogène? C'est une conséquence indésirable d'un acte médical ou d'un médicament, hors faute thérapeutique ou faute de posologie. Euh, Or, l'ONIAM, à la base, on a les possibilités de saisine directe pour les vaccins obligatoires, mais on a aussi les CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. En fait, pour les vaccins non obligatoires, on va rentrer dans l'autre cadre qui est celui des accidents médicaux graves, type infection nosocomiale, aléas thérapeutiques, affection iatrogène, dès lors qu'on arrive à démontrer qu'on est dans les seuils de gravité, que la victime rentre dans ces seuils de gravité. Donc ça veut dire des séquelles définitives supérieures à 25%, taux d'AIP, de DFP supérieur à 25%, ou arrêt de travail supérieur à 6 mois ou réparti sur un an, ou déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant 6 mois, ou exceptionnellement incident inaptitude professionnelle ou trouble particulièrement grave dans les conditions d'existence. Donc ça signifie quoi? Soit vous êtes vacciné, obligatoire, mesure sanitaire d'urgence, vous rentrez dans le cadre où il n'y a pas de seuil de gravité à démontrer, requête avec saisine directement de l'ONIAM, vous êtes dans le cadre d'un vaccin qui n'est pas obligatoire, il faut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de votre domicile d'une requête accompagnée des pièces pour montrer
que vous avez été vacciné, que vous avez subissez un effet indésirable et que cet effet indésirable entraîne des conséquences graves. Alors, évidemment, ce seuil de gravité ou la recevabilité en lien avec ce critère de gravité sera en général euh, euh, consolidé au moment de l'expertise. Maintenant, de toute façon, lorsqu'on subit un effet indésirable d'un vaccin, on va pas saisir le niam le lendemain. Donc, il faut laisser, quoi qu'il arrive, un temps suffisamment long pour montrer quand même que, au moins à titre temporaire, on est dans un des critères de seuil de gravité, ou attendre suffisamment longtemps, ou pour certains effets indésirables très graves, il est assez facile de dire à l'ONIAM qu'on est sur un potentiel taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais claire. À la fin, si vous voulez, de mon exposé, je répondrai à ces questions parce que c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué lorsqu'on on n'est pas forcément familier. Mais voilà. Donc, c'est vraiment très, très important cet arrêt, cet avis du Conseil d'État du 12 avril 2023 qui ouvre la voie au titre des effets indésirables des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, qu'on soit dans un cas comme dans l'autre, enfin, dans un premier cas, on s'adresse à l'ONIAM. Dans le deuxième cas, on saisit une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Après, la procédure, grosso modo, c'est la même. Vous allez avoir un juriste qui va être saisi du dossier. Vous allez avoir un expert qui va être mandaté, qui va convoquer les parties. Alors, là, je vais le répéter, hyper important de constituer un dossier complet dès le début. Hyper important. Ça, je suis obligée de prêcher un peu pour ma paroisse, mais que vous preniez moi ou quelqu'un d'autre, il est vraiment important de se faire assister dans la constitution de ces dossiers parce que il en va ensuite de de la compréhension de l'expert, de la simplicité, de la communication et surtout si vous confiez votre dossier à un avocat tout de suite, c'est des dossiers qui sont longs, qui sont parfois lourds. Euh, et il se passe tellement de choses au fil du temps que si vous attendez pour dire ah bah je suis allé en expertise, ça s'est mal passé, pour ensuite rattraper le coup, c'est hyper difficile. Enfin voilà. Donc vraiment importance de se faire assister pour constituer le dossier, parce que d'ailleurs pour démontrer parfois parce que je reviendrai sur la question de l'imputabilité, mais parfois pour démontrer l'imputabilité, on va pas toujours chez le médecin dès l'apparition d'un premier symptôme. En revanche, vos proches peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Je pense notamment à la sclérose en plaques. Parfois, les effets sont hyper insidieux au départ. Donc, vous n'allez pas toujours courir chez le médecin et avoir un certificat médical qui va avec un médecin qui va écrire ce jour-là, j'ai vu monsieur un tel, il avait un problème à l'œil, il avait un problème aux jambes, ou il s'est senti faible, etc., etc. En revanche, vos proches, oui, eux, ils étaient là. Eux, ils étaient là, ils sont capables de contextualiser ce qui s'est passé au moment où le premier effet est apparu. Et comme la chronologie est importante, la chronologie de temps est importante quand on démontre l'imputabilité d'un dommage au vaccin. Voilà, donc c'est vraiment important dès le début de soumettre à l'ONIAM un dossier qui est complet, voilà, et ensuite de se faire assister tout au long de la procédure. Donc ensuite, l'ONIAM va vous accuser réception et ensuite donc va désigner un expert. Ah oui, je fais une dernière parenthèse sur la question de la prescription dont je parlais tout à l'heure parce que c'est important. Parce que évidemment, il y a des gens qui ici ont été euh, peut-être vaccinés il y a très longtemps. Aujourd'hui, on a une voie qui est ouverte, une nouvelle voie qui est ouverte potentielle. Donc des gens qui n'ont peut-être aujourd'hui, qui n'avaient pas saisi le NIAM parce qu'ils n'étaient pas vaccinés dans des cadres obligatoires et qui se disent ah bah oui, mais moi ma consolidation, elle est arrivée, où j'ai été vaccinée il y a hyper longtemps, les 10 ans, etc. On a quand même aussi la Cour de cassation qui a rappelé au mois de juillet 2023 que s'agissant des pathologies évolutives, la consolidation n'était jamais acquise, jamais acquise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
je pense surtout aux scléroses en plaques, qui sont des maladies par nature évolutive. Ne pensez pas que parce que votre état est stabilisé, on peut pas tenter une procédure ONIAM quand même. Donc voilà. Après, il faut voir ce que dit le dossier médical, hein. Ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas qu'en matière de pathologie évolutive, pas de prescription. Donc, il est possible encore de tenter des choses, notamment avec l'ouverture de cette voie de l'avis du Conseil d'État du mois d'avril. Voilà. Euh, donc ensuite l'expertise médicale, moment très pénible. Donc encore une fois, je vous déconseille d'y aller seul. Il faut être préparé au discours qu'on va tenir, aux doléances dont qu'il va falloir verbaliser, parce que même si vous êtes assisté par un avocat ou un médecin conseil ou les deux, l'expert il va toujours beaucoup plus prendre en compte ce qui vient de vous que ce que votre avocat va relayer ou que votre médecin conseil va relayer. Donc, il est, c'est difficile. Une expertise, c'est difficile. Donc, si on n'est pas préparé, clairement, on va être, enfin, les gens sont en général assez muets, assez impressionnés. Donc, il faut être préparé. Et éventuellement, faut avoir préparé des notes. Voilà, faut avoir un certains réflexes sur la description de ces dommages au quotidien, sur le long cours, etc., etc. Donc, l'importance d'avoir été questionné par son avocat avant, qui va justement faire dire exactement à la victime avant l'expertise ce que les experts vont attendre de lui, parce que ce qui ne sera pas mentionné dans le pré-rapport ou dans le rapport définitif, ce sera pas rattrapable ultérieurement. Les juridictions, on a beau avoir des textes de droit civil, de procédure civile qui nous disent que les juridictions sont palliées par le rapport d'expertise. En réalité, une fois que l'expertise est passée, presque tout est fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Donc, si vous êtes mal préparé, si vous n'allez pas correctement en expertise, ou si derrière, parce que vous avez un rapport d'expertise qui est lacunaire, qui répond pas à toute la mission, qui prévoit pas certains postes ou qui les décrit pas correctement. Je pense notamment à l'aide humaine qui est fondamentale dans certains dossiers. Si votre avocat n'a pas derrière fait des observations en disant, hey, vous avez oublié le poste d'aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation. Qui est-ce qui s'est occupé de ma maison pendant ce temps? Qui est-ce qui ci? Qui est-ce qui ça? Et vous avez oublié mon préjudice d'agrément, etc., etc. Si derrière vous n'insistez pas dessus pour ensuite, lorsque vous allez devant le tribunal, pour dire bah attendez, je suis désolé, ok, j'ai un rapport d'expertise, mais enfin il y a tout un tas de postes de préjudice qui n'ont pas été prévus. Et moi j'ai observé et je leur ai dit qu'ils les avaient oubliés. Et ça, enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment tout anticiper. Tous les pièges de l'expertise doivent être anticipés. Donc, voilà, il faut faire ça correctement parce que une fois que l'expertise est passée, c'est vraiment difficile de rattraper ce qui n'a pas été ou ce qui a été omis. Euh, donc, l'expertise, elle a deux objectifs. D'abord, se prononcer sur l'imputabilité des dommages à la vaccination et deuxièmement d'évaluer les préjudices. Alors je vais surtout faire un petit point sur la question de l'imputabilité parce que l'expert il va devoir établir un lien de causalité direct et certain entre le préjudice, donc les séquelles, et la vaccination. On sait, et vous le savez, scientifiquement, il est hyper compliqué d'établir un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et un effet indésirable. Parce que le vaccin est quand même censé être inoffensif. Donc, nous, juridiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle la causalité juridique par le biais d'un faisceau d'indices, parce que scientifiquement, il est quasi impossible d'établir avec certitude qu'un vaccin est à l'origine de tel ou tel dommage. Donc, on a des études épidémiologiques, on a des remontées de pharmacovigilance qui permettent de dire qu'effectivement tel ou tel vaccin, enfin en tout cas dans telle et telle circonstance, on a eu une remontée d'effets indésirables. Donc évidemment ça on s'en sert, mais si vous voulez nous ensuite quand on est face à un expert qui est pro-vaccin, qui est au contraire, vous le sentez pas facile sur l'acceptation de la potentielle nocivité d'un vaccin, parce que il y a experts et experts, hein, il y en a qui sont très pro-victimes, il y en a qui le sont beaucoup moins. En fonction de l'expert en face duquel vous êtes, il va falloir avoir à la fois des arguments peut-être épidémiologiques et scientifiques, mais du coup, juridiquement, nous, on va se servir de cette causalité juridique par l'intermédiaire du faisceau d'indices, parce qu'on sait que de toute façon, parfois, il sera impossible d'arguer que l'imputabilité est
est certaine. Donc on a un indice, on a trois indices. On a l'indice de la temporalité, c'est-à-dire la proximité temporelle entre l'apparition des symptômes et la dernière injection. Donc ça, vous avez des décisions de jurisprudence en fonction de tel ou tel vaccin, quelle proximité temporelle on est. On est en général sur du 2 mois. On a un indice de bon état de santé, c'est-à-dire pas d'antécédent médical en lien avec l'effet indésirable développé. Et puis, il y a l'indice du développement normal de la maladie suite à l'apparition des premiers symptômes. Évidemment, une symptomatologie en rapport avec un risque connu du vaccin est un indice qui est évidemment moins contestable. Donc ça, c'est sûr que notamment les thromboses sur les dossiers de vaccins contre le Covid-19, avec par ailleurs certains marqueurs biologiques aussi qui vont nous donner des indices supplémentaires sur cette imputabilité. Ça va évidemment nous faciliter la tâche et ça va évidemment rendre la tâche de l'expert plus compliquée à contester, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, notamment sur le vaccin Covid, ce qui a été bien, c'est que on a quand même eu beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Donc on a eu quand même des remontées épidémiologiques très importantes sur les effets indésirables. Donc aujourd'hui, quel que soit le vaccin, on sait, enfin on est quand même, enfin on a beaucoup d'effets indésirables qui ont été remontés du fait justement de ce volume de vaccination en un temps assez court. Et je pense que la pharmacovigilance a pas mal marché parce qu'elle a été tellement critiquée que je pense qu'à force maintenant les médecins essaient quand même de la faire fonctionner parce que sans ça on n'y arrivera pas. Euh, mais euh, mais en tout état de cause, voilà, l'imputabilité en matière d'expertise médicale, on est sur une imputabilité, une causalité qui va être juridique, donc il faut surtout pas s'arrêter au discours de l'expert en disant ah non non, imputabilité, c'est pas possible. Bah si, en fait, s'il y a des dispositifs d'indemnisation, c'est qu'a priori, on doit pouvoir essayer d'y arriver. En tout état de cause, voilà. L'objectif, c'est d'essayer d'anticiper tous les obstacles qui pourraient être opposés par l'expert à l'expertise. Il y a des dossiers qui sont plus faciles que d'autres et donc nécessairement des dossiers où il va falloir beaucoup plus se battre que pour d'autres. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est important de préparer correctement un dossier pour pouvoir anticiper tous ces obstacles d'ordre scientifique. Parce que moi, je suis pas médecin non plus, donc je j'ai pas, il y a certains arguments que j'ai pas. Maintenant, je travaille dans cette matière depuis suffisamment longtemps pour quand même savoir comment prendre les médecins pour essayer justement de leur ouvrir un petit peu parfois les chakras, les chakras de l'imputabilité. Mais voilà. Et puis après l'expertise, on a la possibilité, donc ce que je disais tout à l'heure, de faire des observations et c'est là où il faut faire très attention justement. Alors au-delà du principe de l'imputabilité, que l'expert a bien détaillé et poste par poste tous les préjudices parce qu'il en va vraiment de la réparation intégrale de la victime sur toute la fin de sa vie si elle est consolidée. Donc il faut vraiment rien oublier. À l'issue de tout ça, on a un avis qui est rendu par l'ONIAM ou une convocation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux pour ce qui est des vaccins non obligatoires et hors mesures sanitaires d'urgence. Ou dans ce cas-là, on est convoqué un petit peu comme à une audience. On va se retrouver devant le président de la CCI, des représentants des usagers de l'hôpital, des représentants des laboratoires et des représentants de victimes. Et là, on va discuter justement du rapport d'expertise en faveur du coup d'une demande indemnitaire si l'imputabilité a été retenue. Euh, Alors que devant sur la procédure et on va discuter, pardon, excusez-moi, évidemment de la recevabilité de la demande, c'est-à-dire vérifier que les critères de gravité dont je parlais tout à l'heure, 25% de déficit fonctionnel permanent ou 6 mois d'arrêt de travail des arrêts de travail répartis sur un an ou 50% de déficit fonctionnel temporaire. Enfin, en tout cas, vérifier que tous les critères de gravité, enfin d'un des critères de gravité est est respecté et auquel cas la CCI rendra un avis d'indemnisation qui retient donc éventuellement l'imputabilité, les différents postes de préjudice en fonction des conclusions de l'expertise et des observations qui auront été formulées. Et ensuite, l'ONIAM fera une proposition d'indemnisation sur la base
de cet avis d'indemnisation de la CCI. Et de la même manière, quand on est en matière de vaccins obligatoires ou mesures sanitaires d'urgence, là, c'est après l'expertise, lorsque l'ONIAM reçoit le rapport, l'ONIAM fait une offre d'indemnisation. Et donc là, finalement, les deux procédures se recoupent. Vous avez de chaque côté une offre d'indemnisation et ensuite, soit vous l'acceptez, soit vous la refusez. Et si vous la refusez, parce qu'on estime qu'elle est lacunaire, parce qu'on estime qu'elle est insuffisante, c'est là où, enfin moi, je saisis quasiment systématiquement le tribunal administratif pour contester les montants, et je saisis en même temps d'une requête qu'on appelle en référé pour demander une provision à la hauteur finalement de l'offre qui a été faite par l'ONIAM, puisque forcément, du coup, c'est un point qui n'est pas contestable. Enfin, en tout cas, on est sur parce qu'on ne peut avoir une provision que lorsque la créance n'est pas contestable. Donc, en l'occurrence, si l'ONIAM nous fait une offre, c'est qu'a priori, a priori, on est dans les clous. Voilà. Par rapport au Covid, au 30 juin 2023, 72 personnes seulement avaient été indemnisées par l'ONIAM au titre du vaccin contre le Covid et principalement pour des myocardites ou des péricardites. Plus de 1000 demandes d'indemnisation amiable ont été formulées au titre du vaccin Covid. Du coup, ben, on imagine bien qu'il y a beaucoup de dossiers dans les tuyaux. Voilà. Moi, ce que je vous disais en introduction, c'est que globalement, euh, l'ONIAM est un dispositif qui est contestable du point de vue des indemnisations qui sont servies, mais parce que finalement, on se retrouve un peu contre un assureur, parce que l'ONIAM se comporte exactement comme un assureur. En revanche, on peut pas nier que c'est un dispositif facilitateur pour les victimes pour obtenir l'indemnisation d'un dispositif médical, alors qu'une procédure de contre un laboratoire, c'est quand même extrêmement compliqué. Voilà. Merci, maître. Est-ce qu'il reste un peu de temps? Oui, il reste 5 minutes s'il y a des personnes. Oui, Oui, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Vas-y, Oui. Jean-Jacques. Moi, j'ai déposé sur un CCI il y a 10 ans pour le garde d'asile contre Sanofi. Nous avons gagné sur les deux experts. Sanofi a été condamné, responsabilité du fabricant est engagée. Mhm. Il appartient à l'assureur de Sanofi Pasteur de proposer une offre. Ouais. Et ce qui s'est passé, Sanofi est au-dessus de ses lois. Sanofi a dit qu'il n'était pas responsable et puis allez-vous-en, quoi. Ah bah oui, mais dans ce cas, vous avez la possibilité de saisir l'OMIAM en substitution à Ouais. partir et vous l'avez fait? Non, non, on les a mis au pénal et au civil. Ben vous pouvez signer. Alors après, Ouais. c'est Comme on a vu qu'ils se comportaient comme comme des gougnafiers, excusez-moi ah non, l'expression, je quoi. vous en Quand prie, on a été, vous pouvez aller voilà, plus loin, il n'y a pas de au-delà problème. des 3 mois, bon, l'assureur, voilà, ils ont écrit qu'ils étaient au-dessus du juge, au-dessus des experts et qu'ils contestaient totalement, quoi. Oui, Voilà, mais on les si a vous mis. avez un avis, si vous avez un, alors après la question est de savoir quel est l'objectif poursuivi par votre procédure, hein. Moi aujourd'hui, j'ai évoqué un pan un pan judiciaire du point de vue indemnitaire, c'est-à-dire pour Ouais, les ouais. pour les personnes qui sont dans un besoin aussi financier, qui ont et donc qui Ce qui permet avec le CCI, c'est d'avoir une expertise qui est gratuite. tout à fait. Euh, Voilà, mais d'attaquer sur un premier cas vers le civil. Parce que vers le civil, bon, ça coûte dans les 3 500 € sur le reste. C'est à vous à le payer. Et voilà. J'avais une autre question. Si jamais on perd un procès au civil, le malade après a les frais des avocats adverses à rembourser. Oui, Comment mais ça se ça passe? dépend, ça dépend de la décision du juge parce que sur C'est des le dossiers juge qui contre les décide. laboratoires, alors Ouais. si vous voulez, en principe c'est la partie perdante, oui, qui doit assumer les frais de procédure de la partie gagnante. Gagnante, oui. Après, c'est des choses qui se plaident, c'est-à-dire que quand vous êtes contre un laboratoire, il est pas rare que le juge ne condamne pas la partie perdante aux frais d'avocat.
surtout en matière médicale, quand précisément vous êtes contre un mastodonte qui a des moyens financiers totalement Ouais, illimités. ouais, ouais, parce que ça peut représenter des sommes énormes sur 10 ans de procès. Ah mais oui, 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 non mais Oui, évidemment, évidemment, mais ça il faut que votre avocat le plaide, c'est-à-dire que, enfin, d'accord. si vous craignez, de perdre votre procès civil, il faut en dire un mot, c'est-à-dire après il faut pas trop en dire, c'est-à-dire qu'il faut pas dire bon bah subsidiairement si jamais vous pensez que, enfin si jamais je vais perdre parce que ça veut dire que vous croyez pas en votre procès, mais ce que je veux dire c'est que nous, sur les dossiers parce que j'ai pas mal de dossiers contre le laboratoire Servier sur les dossiers Mediator, Mhm. on n'a pas toujours gagné et on n'a pas été condamné aux frais de procédure. D'accord, d'accord. Précisément parce que on est vraiment, c'est David contre Goliath financièrement parlant, quoi. Ouais, ouais. On l'a vu, nous, sur une dernière expertise où ils sont arrivés Ah bah oui, ils sont arrivés avec à une 8 non, flambée de oui. docteurs et de Ouais. professeurs, même Ah bah venus de évidemment, l'étranger. Même évidemment, venus de l'étranger. Ouais, c'est ça évidemment. qui était aberrant. On n'avait même pas les noms et ça parlait allemand, ça parlait anglais, on comprenait rien, quoi. Je vais vous Ouais. dire, ils ont fait mieux dans le dossier du Mediator. C'était pas Mm. un de mes dossiers, mais c'est une consoeur qui m'a raconté. Vous savez, le dossier du Mediator, c'est des gens qui avaient les valves du cœur qui étaient abîmées à cause Ouais. du médicament. Ah Donc, oui, j'ai vu. il y avait des chirurgies de remplacement des prothèses, des valves du cœur par des prothèses. Ils sont allés jusqu'à se faire autoriser par le tribunal en référé pour assister à la chirurgie, au changement de valve. Non, mais, je vous dis, hein, Ouais. vous avez pas tout vu, hein. D'accord. Merci. Je vais peut-être poser encore une question à propos du Covid. Je vous en prie. Je connais une personne qui a été atteinte là au mois de juin d'un syndrome de Guillain-Barré et qui est empêchée de travailler. Euh, Elle l'impute, enfin c'est un homme, à son vaccin, mais il n'a jamais envisagé de faire quoi que ce soit. Est-ce que avec 72 personnes indemnisées sur 1000, ça veut dire qu'il y a finalement pas tellement de chance, si j'ai bien compris. Ah Et non, puis, non, je pense qu'il y a des délais de traitement qui sont malheureusement très longs parce que le NIAM, c'est une très très grosse machine parce que la matière médicale, enfin, il y a de plus en, enfin, ils ont des dispositifs pour tout maintenant. Ils ont des dispositifs pour le Benfluorex, donc c'est-à-dire le Mediator. Ils ont des dispositifs d'indemnisation pour l'autre médicament là, le l'antiépileptique, dont je me souviens, la dépakine. Ils ont des dispositifs d'indemnisation pour les vaccins. Ils ont des dispositifs d'indemnisation pour les infections nosocomiales. Non, quand je vous disais ce point d'actualité et de dossier, c'était pour montrer que voilà, les gens commençaient à agir. Maintenant, encore une fois, 72 dossiers, quand on voit que les dernières vaccinations sont pas si anciennes, bon, voilà, c'est peu, mais je oui, pense que oui, c'est surtout que la machine est lente, hein. oui, ça veut pas dire que les autres sont déboutés. Oui, c'est en Non, cours, non, quoi. non, Oui, oui, non. d'accord. Et alors, au départ, quand on dépose ce dossier à la commission, il faut Alors avoir un oui, dossier. là, en l'occurrence, c'est un vaccin mesure sanitaire d'urgence, donc c'est une saisine directe de Ah oui, l'ONIAM. de l'ONIAM. On Ah n'a pas oui. de critère de gravité. Il faudra juste démontrer l'imputabilité de son syndrome à la vaccination. Et il faut un dossier médical au départ. Il faut. Absolument. Ouais, D'accord. Merci. je vous en prie. On vous entend pas. C'est tout, hein. Non, Merci, je vous remercie. Je vais transmettre. non, c'était la présidente du REVAF, je crois, qui essayait de parler. J'avais oublié que j'avais coupé mon micro, c'est pour ça, maître. Je voulais savoir si, avant que vous nous quittiez, maître, ou si vous pouvez rester, si vous avez un peu de temps, qu'est-ce qui veut poser encore des questions à maître Natier? Non? Bon, on Moi, peut juste une appeler. question. Oui, vas-y, Ah, Henri. pardon. Vas-y, vas-y. Non, simplement parce que juste concernant les experts qu'on va être amenés à rencontrer, concernant moi, c'est une affaire concernant mon vaccin contre l'hépatite B qui, je le pense, j'en suis sûr, a déclenché ma sclérose en plaques. Ouais. Je les imagine comme étant extrêmement malhonnêtes, étant pro-vaccin, de mauvaise foi. Vous croyez qu'il y a une chance avec ces individus? Merci en tout cas. Je vous en prie. Oui, absolument. Alors moi, les dossiers que j'ai eu à traiter sur des scléroses en plaques imputables au vaccin, ils ont
ils ont tous donné lieu à un avis d'indemnisation favorable, hein. Donc, oui, après, je sais pas, je connais pas tous les experts. Euh, Mhm. en tout cas, si vous voulez, il est clair que on va être en face d'experts qui vont vous dire, ah non, mais de toute façon, il y a pas de consensus scientifique entre l'imputabilité d'une sclérose à un vaccin. Ça, ils vont vous le dire, hein, enfin, et systématiquement, hein. En revanche, encore une fois, si on arrive à rentrer dans les critères dont je parlais tout à l'heure, la proximité temporelle, euh, l'absence d'antécédents, on tombe quand même sur des neurologues qui vont pas écrire qu'il y a une causalité directe et certaine, mais ils vont dire c'est Mhm. possible. Et D'accord. ça nous suffit pour avoir un avis d'indemnisation favorable. Mhm. Merci, maître. Moi, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Euh, Oui, oui, vas-y, Cathy, je t'en prie. je me posais la question là, de tout ce que vous expliquez. Est-ce que c'est également valable pour ceux qui ont été vaccinés avant 2002? Euh, oui, je pense. J'en suis sûre parce que j'ai un dossier de vaccination avant 2002 avec une cliente indemnisée. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est mon cas, hein. Moi, j'étais vaccinée en Moi aussi. 89. Mais il y a un 89 contre type qui l'hépatite B, donc ouais, ouais. je rentre même pas dans l'obligation vaccinale des soignants. Parce que c'est les soignants, je suis infirmière, hein, les Oui, oui. soignants, c'est 91. Mais oui, mais du coup, alors, du coup, si on n'est pas dans l'obligation vaccinale, on rentre dans l'avis Conseil d'État du mois d'avril. Il Mm. faut Et qu'on démontre. j'en avais deux. En fait, j'ai eu une vaccination avant, quand j'étais à l'école d'infirmière. Et ensuite, en 95, j'étais revaccinée, parce que j'avais pas fait la totalité du premier protocole. Donc, j'ai recommencé tout le protocole en 95. Mais la CEP, je l'avais déjà. Oui. Donc, dans ce cas, votre CEP, elle est imputable à votre première injection. Voilà. Si elle est imputable à la vaccination. Mais, et donc, à ce moment-là, sur la première injection, vous étiez pas infirmière. C'est ça que je comprends. J'étais à l'école d'infirmière quand j'ai été vaccinée. C'était dans le cadre de l'école d'infirmière, ils nous obligeaient à nous Bah oui, bien vacciner. sûr. Donc, vous êtes sur une vaccination obligatoire. Mais non, c'était 89. La vaccination obligatoire est arrivée en 91. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, vous étiez quand même Ouais, sur Oui, mais aujourd'hui, la question est de savoir quel est votre. Alors, est-ce que votre état est stabilisé d'une part ou pas? euh, donc, Il est, il si évolue. s'il évolue toujours, donc parce qu'on a la problématique de la prescription dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on est sur une CEP dont on va pouvoir démontrer qu'elle est évolutive depuis toujours et donc la prescription n'a pas couru, déjà, la question de la prescription se posera pas. Ensuite, la question est de savoir si on atteint le seuil de gravité pour les dossiers de vaccination non obligatoires dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais D'accord. je vois pas pourquoi on pourrait pas rentrer dans ce dispositif. Oui, bien sûr. D'accord. Je, Merci beaucoup Cat- pour votre je me réponse. permets une simple remarque. Merci beaucoup, Maître Natier, Je voulais pour faire une votre remarque après. intervention. On va faire bientôt intervenir Maître Gégu et Régine. On te donne la parole, bien sûr. Et juste vous remercier. C'est extrêmement important que le monde judiciaire et juridique avance aussi sur ces questions-là. Et on a un énorme travail au niveau associatif de convaincre les magistrats et bien sûr, vous nous le rappelez, de travailler beaucoup sur l'expertise médicale parce que sans l'expertise, on n'y arrivera pas. Donc, on est évidemment très vigilant et très mobilisé sur ces questions-là, hein. Régine, c'est à toi, s'il te plaît. Je voulais dire de mémoire, quand je travaillais au REVAC, donc j'ai quand même le souvenir que des personnes avaient été indemnisées par l'État avant l'obligation Oui, vaccinale de 91. oui. Une personne notamment avec laquelle je travaille et dont on parle souvent, euh, pour laquelle j'ai obtenu un dossier, enfin une indemnisation sur son aggravation. Ah oui, ça, c'était vraiment très important, ce dossier-là, c'est ça. Elle a été vaccinée avant la campagne, hein, très largement avant. Oui, Alors elle, on était sur une vaccination obligatoire, en revanche. oui, oui, c'est ça. Mm.
Mais moi, Mais j'ai souvenir avant 91 que des personnes ont été indemnisées par l'État. oui, parce que le dispositif était différent. Mais, Hmm. mais effectivement, la procédure initiale de la personne dont je parle, c'était l'État qui était saisi. Et ensuite, c'est l'ONIAM qui a récupéré le dispositif. D'accord. Excusez-moi, j'aurais une petite question, si c'est possible. Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Juste par curiosité, les personnes que vous avez réussi à indemniser du coup par rapport à la CEP et l'hépatite B, vous avez dû, enfin, vous êtes allé jusqu'à la cour d'appel ou dès le premier jugement, en fait, vous À avez eu l'expertise, raison? non, non, on a fait des recours devant le tribunal que pour les montants d'indemnisation qui nous convenaient pas. Mais dès le stade de l'expertise, on avait obtenu la reconnaissance de l'imputabilité. D'accord, ok, je vous remercie.